Salut mes amis, je vous propose un nouveau concept. On va monter un podcast sur le jeu de rôle et ça va s'appeler Les Trois Lapins Crétins. L'objectif, c'est de dire un maximum de takes éclatés sur notre loisir. Vous êtes prêts? Allez, on commence, on fait un petit essai. C'est parti. Ouais. Donjons et Dragons n'est pas un jeu de rôle. Mais... Le jeu de rôle en ligne, c'est la mort du jeu de rôle. Le PDF, c'est le fascisme. Ah, c'est pas mal, franchement, vous avez tout à fait compris ce que je recherchais. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Voilà, je vais me livrer à un exercice que je fais très rarement. En l'occurrence, le React. Mais bon, voilà. Le podcast Les Trois Trolls, donc avec Gogots, Globo et Romaric Briand, ils ont fait une émission sur le jeu de rôle maison. Et j'estime que les propos très critiques que Romaric Briand tient sur le jeu de rôle maison sont à l'opposé absolu de ce que je pense sur le sujet. Bon, alors, bien sûr, Gogots et Globo lui apportent déjà une contradiction dans le podcast. Bon, il y a aussi des commentaires, voilà. Mais à mon sens, cet ensemble est peu argumenté. Et donc, j'ai décidé d'intercaler dans mon programme. Là, on était sur une lancée là sur les critiques de jeux, les critiques de scène également. Je vais intégrer cette vidéo là sur le jeu de rôle maison. Bon, de toute façon, je pense que après coup, je pense que c'est un sujet qui méritait totalement que je m'y consacre. Donc c'est aussi l'occasion. Alors, avant de me lancer comme ça dans mon React, je vais devoir faire un long disclaimer. Hein. Mon but n'est pas d'antagoniser Romaric, dont je respecte par ailleurs le travail. Voilà, il a fait plein d'émissions et plein de jeux aussi très intéressants. Bon, voilà, si cette fois-ci je suis pas d'accord avec lui, ça peut arriver. Et donc n'allez certainement pas le harceler, l'embêter, et surtout pas en mon nom, quoi. Merci. Par ailleurs, je peux pas être sûr de la sincérité de ses arguments en fait, parce que à plusieurs reprises dans l'émission, il évoque le fait qu'il exagère exprès le trait, qu'il attend une réaction, il attend d'être contredit. On sent qu'il fait un peu l'âne pour avoir du son. Donc, est-ce qu'il est tout à fait aligné sur ses propos? Mais je peux pas savoir. Et puis également, c'est pas impossible que si je suis autant choqué, c'est peut-être parce que j'ai mal compris ses propos ou que ma mémoire me fait un peu défaut. Et donc, je vais essentiellement non pas réagir à la personne de Romaric, mais aux arguments qui sont avancés, ou plutôt à ce que j'en ai compris, ce que j'en ai retenu, quoi. Alors, je vais cependant, par facilité, dire à plusieurs reprises, surtout si vous n'avez pas vu l'idée en plus, c'est que cette vidéo, on puisse la comprendre sans avoir vu le podcast des Trois Trolls, je vais dire Romaric pense que, ainsi de suite. Mais voilà, à nouveau, c'est pas une attaque contre lui. L'idée, c'est que je veux réfuter en fait des concepts qu'on pourrait avoir sur le jeu de rôle maison, des préjugés qu'on pourrait avoir sur le jeu de rôle maison, et ça va me permettre avant tout d'avancer ma vision des choses sur le sujet, qui va un peu contredire tout ça, quoi. Alors, avant tout mon contre-argumentaire, ça me paraît un peu nécessaire de donner mes définitions du jeu de rôle maison. Mais parce que voilà, je pense que le jeu de rôle maison, il est un peu multiple, un peu multiforme. Dans le podcast des Trois Trolls, c'est à peine défini. Moi, je vais faire l'effort d'aller un peu plus loin, quoi. Donc, grosso modo, qu'est-ce que moi j'appelle le jeu de rôle maison? En fait, il y a plusieurs critères qui sont pas respectés à chaque fois. L'idée, c'est un jeu de rôle maison, c'est un jeu de rôle qui est non publié. Voilà, déjà ça me paraît le truc le plus consensuel, quoi. C'est souvent un jeu de rôle maison, un jeu de rôle inachevé, qui est en constant travail en cours, en constante évolution, quoi. Souvent, il est non transmissible, c'est-à-dire que son auteur a peut-être fait des notes pour le jeu, mais personne ne peut comprendre ces notes parce que une bonne partie quand même du fonctionnement est dans la tête de l'auteur, quoi. Et parfois, un jeu de rôle maison peut être totalement non écrit, c'est-à-dire il est uniquement dans la tête de l'auteur.
Dans ces deux cas, en fait, on peut parler aussi de MJ-jeu. C'est-à-dire qu'on a une personne qui va MJter son jeu maison, quoi. Et en fait, c'est la seule personne qui peut MJter ce jeu, quoi. Le jeu, c'est la personne, c'est quasiment indissociable. Également, le jeu de rôle maison, on pourrait dire qu'il a un caractère un peu naïf ou sauvage, quoi. C'est pas très académique généralement. Voilà, donc c'est non publié, c'est non professionnel plus globalement. Ça veut aussi dire que... Ah oui, c'est là où en fait tu vois déjà non publié, c'est pas si consensuel que ça. On peut considérer que une partie des jeux de rôle maison vont entrer dans ce qu'on appelle les jeux de rôle amateurs. Et les jeux de rôle amateurs, en fait, ils sont publiés souvent, mais de façon gratuite, quoi. Tu peux juste télécharger un PDF, puis voilà, quoi, ou éventuellement une impression à la demande après coûtant, quoi. Mais voilà, voilà, j'ai fait mon truc dans mon coin, je vous le livre, vous en faites ce que vous voulez. Mais à nouveau, je pense quand même que l'ADN principal des jeux de rôle maison, c'est d'être non diffusé, même sous forme gratuite, quoi. C'est uniquement dans les valises de notre MJ favori, quoi. Une autre particularité qui peut distinguer le jeu de rôle maison. Alors, le jeu de rôle maison, ça peut se passer dans des univers maison, mais aussi bien souvent, ça va être dans des licences connues, voilà, mais qu'en fait, du coup, il peut pas y avoir de jeu de rôle commercial qui existe, parce que bon, bien souvent, il y a beaucoup de licences connues. Il n'y a pas de licence, il y a pas d'accord avec des maisons d'édition de jeux de rôle, et il y en aura probablement jamais. C'est pour ça, par exemple, que tu as pas de jeu de rôle Pokémon, quoi. Enfin, t'as pas de jeu de rôle officiel Pokémon. Après, je pense qu'il y a pas mal de jeux de rôle maison Pokémon, quoi. Parce que bon, bah dans le cercle privé, on fait un peu ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Les jeux de rôle maison aussi peuvent être pas mal, avoir un petit côté pirate, c'est-à-dire, bah la personne, elle va faire son document, puis dans le document, il y a plein de matériel copyrighté, tu vois, des illustrations qui viennent de ci, de là, sans souci du copyright, vu que c'est à usage privé, bon, bah on s'en fiche un petit peu, quoi. Et pareil pour le lore, quoi. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre Terminator dans mon jeu maison, si j'ai envie de mettre des aliens, des Predators, ou n'importe quelle créature ou chose qui sont issues d'univers à licence, bah qu'est-ce que tu vas faire? Ça reste privé. Donc il y a souvent ce côté pirate qui est présent. Pas toujours. Il y a des jeux de rôle maison qui sont dans des univers plus originaux que ça et qui ne sont pas du domaine de la fanfiction, qui importeraient en fait des personnages ou des entités venant d'univers connus et copyrightés, quoi. Donc comme je l'ai dit un peu au début, le jeu de rôle maison, il est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que les règles ou même le lore peuvent... quand on parle d'évolution, c'est pas uniquement de l'accroissement, on va rajouter des mécaniques, on va rajouter de l'univers, mais c'est aussi de fréquentes révolutions, on va totalement changer les mécaniques, on va totalement casser le lore pour remonter un peu de façon différente. Et cette évolution, elle peut avoir lieu même durant les parties, où donc notre auteur va pas hésiter à changer une règle, voilà, en pleine partie, parce qu'il y a une épiphanie qui est venue, parce que là, la règle, il s'avère qu'elle marche pas, donc hop, on patch tout de suite. Et donc ça, c'est ce que Mallory appelle le flow design. Donc c'est un design, en fait, en train de jouer, pendant qu'on joue, on design en même temps. L'autre particularité, c'est que le jeu de rôle maison, en fait, il est adapté à sa table. Concrètement, bah voilà, je fais... je sais pas quoi, j'ai dans le jeu de rôle maison de Space Opera, j'ai un ou une joueur qui me dit « Ah bah, moi je veux absolument jouer un pirate de l'espace. » Ok, pas de souci. Eh ben, je vais créer les règles pour les pirates de l'espace. Et puis, un ou une joueur dit « Ouais, moi je voudrais que mon vaisseau il fasse des sauts dans l'hyperespace. » Ok, j'y avais pas pensé jusqu'à présent, mais je vais rajouter des règles pour les sauts dans l'hyperespace et ainsi de suite. Donc, on va beaucoup s'adapter aux demandes des joueurs. Ah bah moi je voudrais telle magie. Ok, bah je vais t'écrire tes sorts et ainsi de suite, quoi.
Les joueurs vont inventer, ah bah moi je voudrais je sais pas quoi, je voudrais jouer un orc, ah bah j'ai pas des orcs dans mon univers, mais c'est pas grave, je vais les rajouter, puis je vais te donner un peu le lore que j'imaginais pour les orcs dans cet univers, ainsi de suite quoi. C'est en fait une forme de jeu qui est à la carte, à la demande. Autre caractéristique du jeu de rôle maison, bon, comme la plupart de ce que j'ai dit, ça couvre pas, ça ne concerne pas tous les jeux de rôle maison, mais je trouve que c'est une constante. C'est le côté obsessionnel et massif, c'est-à-dire que je pense qu'on connaît peut-être tous et toutes, voilà, cet auteur qui travaille le même jeu de rôle maison depuis 20 ans. Oui, en fait, c'est moi. Voilà, dans le même univers, et puis il y a plein de matos, ça arrête pas de bouger, d'évoluer. Enfin, il y a un lore qui n'en finit pas. Voilà, donc ce côté vraiment très très massif, moi je trouve que ça se rencontre fréquemment. À nouveau, une constante fréquente, c'est que c'est l'œuvre d'une seule personne, à minima pour l'écriture, quoi, mais même des fois pour l'illustration, où en fait voilà, la personne va illustrer son jeu elle-même, soit en dessinant elle-même, soit en récupérant des images sur Internet, quoi. Alors, j'ai beaucoup parlé de jeux de rôle maison, mais en fait, cette démarche se prolonge dans le concept de scénario maison, ce qui est peut-être encore plus fréquent. Hein. Du coup, on va utiliser un jeu de rôle du commerce, mais on va écrire ses propres scénarios. Ouais, coucou, tous les jeux de rôle où il n'y a pas beaucoup de scénarios, et de toute façon, il faut les écrire, quoi. Voilà, s'il y aura toutes les personnes qui écrivent des règles custom, ben voilà, on s'inscrit dans la démarche maison, homebrew en anglais, hein. Et pour finir, ouais, c'était un peu long, mais j'ai pas le choix que d'en passer par là. Il y a une notion un peu de frontière entre le jeu de rôle maison d'un côté, le jeu de rôle amateur de l'autre, et le jeu de rôle indépendant d'un troisième côté, quoi. Donc, le jeu de rôle amateur, comme je t'ai dit, c'est un jeu de rôle qui ressemble beaucoup à un jeu de rôle maison, mais il est diffusé plutôt de façon gratuite. Et il est amateur dans le sens où le côté pas forcément fini, en tout cas sans velléité professionnelle, reste assumé, quoi. Même si il y a pas mal de jeux amateurs qui au bout d'un moment sont devenus des jeux édités et tout. Des fois c'est juste un tremplin en fait vers l'édition, mais pas toujours, quoi. Et il y a aussi le jeu de rôle indépendant. Le jeu de rôle indépendant, c'est un jeu de rôle qui est diffusé en fait, mais en dehors du circuit éditorial, enfin, qui est auto-édité pour dire les choses très simples. Alors tu vas me dire, ouais, mais du coup, quel rapport avec le jeu de rôle maison? Bah, en fait, c'est que aujourd'hui, avec les facilités de diffusion qu'on a, c'est très facile de faire un jeu de rôle un peu vite fait, tu vois, et puis de le mettre sur limite en .txt, et puis de balancer sur Itch.io, quoi, qui est une plateforme de diffusion, c'est vraiment très facile, en 2 clics, tu publies un jeu, et puis, bah, tant que t'as publié ton jeu, bah, tu peux peut-être le mettre en pay what you want, ou le mettre à 1 euro, à 5 euros, tu vois, et du coup, bah, en fait, un jeu de rôle, le même jeu de rôle, tu vois, dans les années 2000, ce serait resté un jeu de rôle maison, dans le disque dur de son notaire. Eh bien, aujourd'hui, en 2 clics, ça devient en fait un jeu de rôle indépendant, c'est-à-dire qu'il est diffusé et il est diffusé de façon payante. Voilà, donc c'est vrai que les frontières se sont beaucoup brouillées, sans parler de l'injonction justement à publier son travail, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ok, je vais boire un coup parce que là vraiment je suis sec et je viens d'avoir fini. Alors, ce petit lapin crétin va te tenir compagnie le temps que je m'absente. Oui. Le PDF, c'est le fascisme, oui, ne l'oubliez pas surtout. Eh ben non, fétichisme de l'objet, non, tais-toi, je vais vraiment me faire cancel si tu continues. Oui, je sais, t'as encore plein de vérités qui dérangent à annoncer, mais bon. Ok, alors on continue. J'ai pas envie de revenir sur la façon, sur des conseils qu'on pourrait donner sur la façon de créer un jeu de rôle maison. Pour ça, je vais juste vous renvoyer à ma vidéo sur la création de jeux. Voilà. Donc place, parce que vous vouliez, place au 100, place au contre-argumentaire sur les défauts du jeu de rôle maison. Parce que voilà, Romaric,
Il n'a fait que énoncer des défauts du jeu de rôle maison. Il a pas dit, enfin, pour lui, c'est totalement négatif. Donc on va voir ça ensemble et on va essayer de casser, en fait, à chaque fois cet argumentaire négatif. Alors, pour commencer, je dois remercier les participants et participantes du Discord C'est pas du JTR, avec qui j'ai pu échanger mon point de vue. Ça m'a permis de construire un peu cette vidéo. Donc je pense à Erwick, Fabien C, Ditral, Deril et Mathieu B, voilà, avec qui j'ai échangé. Bon. Alors, premier argument. En fait, dans le podcast des Trois Trolls, Romaric, il avoue en fait qu'il a nourri un espoir que le jeu de rôle pourrait changer le monde en bien, notamment sur le plan politique et écologique. Parce qu'en gros, le jeu de rôle, ça nous incite à nous rassembler et à expérimenter sur des problématiques et potentiellement, donc ça pourrait nous éveiller et nous sensibiliser. Il donne par exemple l'exemple du jeu de rôle Dog Eat Dog qui nous fait expérimenter la colonisation et donc par conséquent va nous faire progresser politiquement dans notre prise de conscience des problématiques coloniales et bien sûr lutter contre. Et donc par conséquent, il a un désir que de plus en plus de monde joue au jeu de rôle. Voilà, puisque le jeu de rôle va nous sauver. Et pour ça, à ses yeux, le moyen pour y parvenir, c'est que le jeu de rôle devrait s'industrialiser. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de jeux de rôle commercialisés, et bien sûr qui se vendent, et qui soient joués. Et donc pour lui, le jeu de rôle maison, c'est une sorte de tir de balle dans le pied, ça va à l'encontre de ces dynamiques, parce que ça va freiner le développement de jeux de rôle commerciaux, puisqu'en fait les gens vont créer leur truc dans leur coin et y jouer dans leur coin. Ça freinerait le développement de la pratique du jeu de rôle, qui resterait en fait dans un entre-soi, des gens qui jouent dans leur cave, sans communiquer entre eux et sans faire un effort pour étendre le loisir. Les médias, on va y revenir sur cette histoire de médias. Et puis, les jeux de rôle maison, son autre argument, c'est que ce serait de piètre qualité, autant ludique, voilà, ce ne sont pas de bons jeux, autant politiques, c'est-à-dire que ce seraient des jeux plutôt dépolitisés ou mal politisés, quoi. Alors que les jeux de rôle commerciaux, et je pense que Romaric a surtout en tête, en fait, les jeux de rôle indépendants, forgiens, politisés, faut voir que c'est ça, en fait, les jeux qui l'intéressent. Les jeux qui pourraient sauver le monde, ce sont ça, les jeux de rôle indépendants, forgiens, politisés. Donc, en grosso modo, pour le dire un petit peu plus clair, des jeux militants, des jeux d'auteurs, quoi. Et Romaric pense que ces jeux-là, ces jeux d'auteurs militants publiés, en fait, ils sont bien plus aboutis et donc bien plus émancipateurs. Il y a un autre argument qui est donné, qui me pose question et tout, c'est que ce qui me choque dans son argumentaire, en fait, c'est que voilà, un jeu de rôle maison, en fait, éventuellement, si ça peut avoir une valeur, c'est comme prémisse d'un futur jeu de rôle publié, quoi. Éventuellement, tu vas faire ton jeu de rôle maison, tu vas le montrer à des personnes sur Internet et qui vont dire ah c'est génial, il faut que tu le publies, et puis tu vas le publier, et là, ça commencera à devenir un jeu de rôle de qualité. Et donc moi, ce que j'y vois, c'est littéralement une injonction à la publication, ça me semble délétère. J'aimerais pouvoir défendre le jeu de rôle maison comme expérience pour soi, pour ses proches. Et moi, je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas envie de... Enfin, grosso modo, si tu veux passer de la création d'un jeu qui fonctionne à ta table à la publication d'un jeu pour un certain public, mais grosso modo, tu multiplies le travail par 5 ou par 10 facilement, quoi. Donc, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'aimerais défendre notamment une forme de légèreté radicale. J'en ai déjà parlé, c'est le concept de légèreté radicale. De dire que, à nouveau, la pratique d'un loisir, que ce soit jeu de rôle ou autre, peut être aussi une forme d'émancipation dans le sens où c'est un moment hors du travail. C'est un moment pour soi, pour ses proches, et donc finalement une injonction à la professionnalisation, parce que c'est ça, publier un jeu de rôle, c'est se professionnaliser. En fait, ça remet l'activité dans la roue de hamster du capitalisme et tout.
Et donc, à ça, moi, je vais y poser une légèreté radicale. Voilà, on peut, d'autres pourraient appeler ça de l'escapism, de l'échappatoire, de l'évasion, de la dépolitisation du temps libre et tout. Mais en fait, on va y revenir de toute façon à cette notion. Mais voilà, je pense qu'en fait, aujourd'hui, alors je dirais pas plus qu'avant, parce que bon, quand il n'y avait pas de congés payés, c'était évidemment bien pire. Mais je pense que la conquête du temps libre, la conquête de l'espace mental libre, bah, reste un enjeu important, quoi. Et donc, qu'on veuille me forcer à professionnaliser ça, ça me pose souci, en fait. Voilà. Également, remarquez que bon, c'est son vieux cheval de bataille, mais il insiste beaucoup dans son podcast pour qualifier le jeu de rôle de média. Alors, c'est vrai que le jeu de rôle est un média, dans le sens où voilà, c'est un moyen de communication, mais c'est loin d'être que ça, en fait. Le jeu de rôle, c'est aussi un art, c'est aussi un jeu. Eh oui, ça paraît étrange, mais je le rappelle quand même, c'est aussi un loisir. Et donc, en fait, le fait de qualifier essentiellement le jeu de rôle de média, de moyens de communication, de moyens d'expression, et du coup vraiment de vraiment très très politiser en fait ce que c'est, et de donner en fait de mettre un enjeu politique majeur sur le jeu de rôle, qui aurait une mission, tu vois, de communiquer des bonnes valeurs, comprendre des valeurs de gauche, hein. Alors, je fais partie des infâmes gauchasses que vous pouvez imaginer, des plus infâmes gauchasses que vous pouvez côtoyer, mais pour autant je suis pas d'accord avec cette idée que tout jeu de rôle devrait être un jeu de rôle militant de gauche. Parce qu'en fait, grosso modo, remarquez qu'il va survaloriser deux formes de jeu. La première, c'est le jeu social, c'est-à-dire que le jeu de rôle comme rassemblement, et la deuxième, c'est le jeu moral. Donc le jeu de rôle comme ayant en fait un objectif presque philosophique de travailler sur nos consciences, de nous transformer, quoi. On peut parler de jeu transformatif aussi, quoi. Et du coup, il y a d'autres formes de jeu, tels que le jeu esthétique, c'est-à-dire le jeu pour la beauté du geste, pour la beauté de l'histoire, pour la démarche artistique. Il y a également le jeu tactique, donc voilà, on pousse des pions, on réussit des missions, on doit accomplir des défis, tu vois, le jeu le plus ludique, entre guillemets, quoi. Ces deux formes, le jeu de rôle esthétique et le jeu de rôle tactique, sont clairement vus par Romaric comme des dévoiements, en fait. Des formes de jeu de rôle dépolitisés, qui par conséquent feraient mal au jeu de rôle. Et moi, je pense que ce prisme, ça vient de cette idée, le jeu de rôle est essentiellement un média, et il a essentiellement, je lui confère essentiellement une mission de militante. Voilà. Et en fait, cette injonction à occuper tout son temps libre au travail militant, c'est pareil, c'est contraire à ce que, enfin, moi j'y oppose plutôt la légèreté radicale, et cette idée que la conquête de notre liberté, c'est aussi la conquête de moments un peu gratuits. Bon, voilà, on pourrait dire que je suis en train de faire le chantre de l'aliénation et des loisirs abétissants et tout. Bon, vous en pensez ce que vous voulez, mais à ce point de ma réflexion, voilà, je pense que une partie de notre temps libre doit rester de l'évasion, et on ne doit pas obligé de consacrer tout notre espace mental libre en dehors du travail à le remplir avec du militantisme, quoi. Ok. Je suis passé un peu vite sur l'industrialisation et je vais y revenir en détail. En fait, donc grosso modo, Romaric fait une sorte de pari, c'est-à-dire que plus le jeu de rôle va s'industrialiser, plus il y a des jeux de rôle bouleversants qui vont arriver jusqu'au public, et du coup le jeu de rôle aura atteint sa mission transformatrice. Le problème, c'est que l'industrialisation, grosso modo, c'est quoi? C'est une production rationalisée qui est faite au plus grand nombre, qui est capitaliste, et donc par conséquence, par essence, assez dépolitisée, quoi. Enfin, en tout cas, dépolitisée, donc comprendre de droite, quoi, en gros. Hein.
Alors, je pense qu'il y a cette idée pour Romaric que la massification de la production de jeux de rôle, ça va quand même permettre à certains jeux de rôle bouleversants de trouver leur public. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à des exemples, et je trouve que, par exemple, Alice is Missing, ou Pour la Reine, ça me semble être des jeux qui ont tiré profit d'industrialisation, qui se sont bien vendus, que je trouve personnellement, assez bouleversants, quoi. Mais en fait, ils sont bouleversants d'un point de vue émotionnel. J'ai du mal à trouver des exemples, par contre, de jeux de rôle plus politiques auxquels l'industrialisation aurait fait une place. Là, par contre, je n'ai pas d'exemple. Euh, En fait, globalement, j'ai assez peu d'exemples de jeux de rôle vraiment militants. On a cité Dog Eat Dog tout à l'heure. Moi, je pense beaucoup à l'insurrection de Melville. Mais que ce soit Dog Eat Dog ou l'insurrection, je pense que ce sont pas des jeux qui ont fait beaucoup de ventes, quoi. C'est pas du tout des jeux qui ont été poussés en avant par l'industrialisation. Bon, par ailleurs, alors ça c'est presque en opposition avec mon concept de légèreté radicale, mais tant pis, tant pis. Bon, je réfléchis un peu à voix haute avec vous, peut-être que je me contredis. On peut aussi s'interroger en fait sur la simple pertinence que le jeu de rôle puisse changer de monde par rapport à des actions plus concrètes, quoi. C'est voilà, les jeux de rôle, c'est juste on est entre potes et on discute qu'on est dans un monde imaginaire et on est des elfes avec des oreilles pointues, quoi. Est-ce que vraiment on est en train de militer? Est-ce qu'on fait des actions? Est-ce qu'on est en manif? Je sais pas quoi. Est-ce qu'on réduit notre empreinte carbone? Euh, est-ce qu'on parle vraiment des problèmes de notre monde réel? Enfin, pas trop, non. C'est voilà. Et donc, alors attention, je n'annule pas tout à fait la portée politique d'une partie de jeu de rôle, mais je dirais que c'est du registre de l'osium. Donc l'osium, grosso modo, c'est dans l'Antiquité grecque le temps libre que les citoyens les citoyens méritent d'avoir, un temps en dehors du travail qui est consacré, on va dire, à la réflexion, à l'art et à la politique. Et bon, je pense que c'était pas dans l'osium des Grecs, mais je pense que le jeu fait partie de cet osium, dans cette démarche d'apprentissage, dans cette démarche de s'élever, de grandir, quoi. Et donc c'est le temps de la réflexion. Alors, donc c'est toujours pas le temps de l'action, mais c'est un démarreur, quoi. Le jeu de rôle peut être inclus dans le temps de la réflexion. Ça peut être un démarreur politique, mais ce n'est pas le résultat. Voilà, je veux dire, si tu joues toute ta vie à des jeux de rôle militants et que ça s'arrête là, quelque part tu vides ton énergie militante dedans, bah en fait, et que c'est pas suivi d'effet, le jeu de rôle n'a pas eu la mission transformatrice qu'on lui espérait, quoi. Alors bon, je vais essayer de réfléchir un peu et est-ce qu'on peut sauver le soldat Romaric là sur l'industrialisation? On va essayer. Moi j'aime les exercices d'équilibriste, y a pas de souci. Donc je me suis dit bah peut-être par exemple dans le cinéma qu'il y a quand même des blockbusters d'auteurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Par exemple dans le cinéma hollywoodien, il y a peut-être quelques films à message qui ont bien marché. Euh, Notamment souvent en se cachant sous le prétexte du fun, quoi, des films d'action, mais qui en fait amènent derrière un message. Donc moi je pense bien sûr à Matrix, à Fight Club, à V pour Vendetta, qui à leur façon et dans des registres différents, voilà, sont en fait des films à message, même si le message il est un petit peu caché, quoi. Et je pense même que certains films, on connaît aussi des films à message qui avancent frontalement et qui ont, je pense, bien fonctionné, ont eu beaucoup de vues. Par exemple, la liste de Schindler, de Spielberg, il y en a sans doute quelques autres. Et je me dis aussi que, bon, la bonne santé d'Hollywood peut aussi provoquer la bonne santé du cinéma indépendant. Par exemple, le cinéma indépendant américain avec le festival de Sundance, peut-être que que ce cinéma indépendant il ne peut exister que grâce à une bonne santé générale du système de production. Ceci dit, je me suis dit, je vais quand même fact-checker sur cette impression. Donc je suis allé voir les 200 films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Et j'ai pas trouvé de film à message dans le lot. Sauf si, peut-être que pour toi, Titanic, les Pixar ou les films du MCU, c'est des œuvres à message. C'est pas mon avis. Premier degré, je trouve aucune œuvre engagée dans le top 200. Alors,
allez, en y réfléchissant vite fait, j'ai vu Forrest Gump ou Hunger Games, mais ils sont tout en bas du classement. Voilà, c'est pas dans les, ils sont plutôt dans les 150 ou 200 quoi. Ils sont pas dans le top 10 des films les plus vus. Alors, hop. Alors, je suis allé voir aussi les 100 romans les plus vendus de tous les temps. Là, j'ai trouvé un petit peu plus d'œuvres engagées. Je peux pas te les citer, mais il y en avait un peu plus. Donc, ça marche un peu plus avec la littérature, cette idée que l'industrialisation pousserait quand même en avant des œuvres à message. Alors, du coup, je me suis dit, je vais aussi fact-checker pour le jeu de rôle. Donc, là, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des stats, mais je suis quand même allé voir le top des ventes de Drive-Thru RPG. Voilà, c'est une plus grosse plateforme de vente de jeux de rôle américaine et tout. J'ai pas trouvé grand chose de très politisé dedans, hein. Tu pourras vérifier par toi-même, mais bon, voilà, non, j'ai pas vu. Je sens que les personnes qui achètent uniquement le top 100 des ventes de Drive-Thru ne vont pas être très très politisées par leur loisir. Ok, donc c'est quoi ma conclusion? Bah, c'est que en fait, encourager le jeu de rôle industriel en espérant que ça mettra en avant des œuvres engagées, bah en fait c'est comme engraisser un âne en espérant qu'il ponde des crottes en or. Voilà, c'est à peu près la même espérance de résultat. Alors, il faut encore que je boive et je reviens tout de suite. Putain, je vais laisser un petit podcasteur me remplacer. Oui, en fait, est-ce que je vous ai expliqué que le jeu de rôle en ligne, c'est le fascisme? Non, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Hop. Non, il ouvre un peu trop sa gueule. Ok. Donc, on va continuer. En fait, l'autre problème de ce raisonnement, bon, déjà, vous voyez que la prémisse est fausse, c'est-à-dire que le jeu de rôle industrialisé ne met pas et ne mettra pas en avant des œuvres engagées, et la suite du raisonnement me paraît tout aussi fausse, parce qu'en fait, ce que nous dit Romaric, c'est que les gens qui vont créer des jeux de rôle maison, en fait, empêchent l'essor de l'industrialisation. Bon, déjà, on a vu que l'industrialisation ne servait à rien, mais aussi... voilà, donc sacrifier le jeu de rôle maison pour sauver l'industrialisation, pour sauver le caractère émancipateur du jeu de rôle, bah pour moi c'est non, c'est hors de question. Parce que le jeu de rôle maison, déjà, il met aucunement en danger le jeu de rôle industriel. Voilà, enfin, je veux dire, à la limite, le véritable ennemi du jeu de rôle militant, du jeu de rôle engagé, c'est pas le jeu de rôle maison, c'est Donjons et Dragons, quoi. Enfin, il faut être clair et net. Et puis, en plus, le jeu de rôle maison, de façon structurelle, il a clairement, en fait, des avantages militants que le jeu de rôle commercial ne peut pas avoir. Déjà, il y a ce côté contre-culturel, il y a ce côté, voilà, éducation populaire, où on crée notre jeu ensemble et tout, qui me semble, voilà, tout à fait compatible avec les attentes qu'on se ferait d'un jeu de rôle émancipateur et de gauche. Et puis d'ailleurs, également, bon, je reviens sur l'industrialisation. Désolé, je suis un peu en boucle, mais ça me semble être l'aspect le plus problématique de l'argumentaire. Je veux dire, grosso modo, en fait, on est en train d'espérer que Dog Eat Dog fasse des milliers de ventes, à condition que pour cela, Donjons et Dragons... Et en fait, on se dit, mais pour cela, il faut que, d'abord, Donjons et Dragons / Hasbro fasse des millions de ventes. Pour qu'on puisse vendre 1 millier de Dog Eat Dog, il faut que Donjons et Dragons fasse des millions de ventes. C'est un peu ça, quoi, puisque c'est cette idée de... toujours engraisser l'âne pour qu'il ponde des crottes en or, quoi. Bah en fait ça me semble d'une grande tristesse, quoi. C'est pas du tout, voilà, puis c'est pas du tout sûr que ça puisse marcher, parce que concrètement, pourquoi Donjons Dragon fasse des millions de ventes? Ben je pense que c'est en grignotant les ventes des jeux qui sont moins populaires, quoi. Donc en fait, plus Donjons Dragon se vend, moins les jeux engagés et sincères et authentiques se vendent, quoi. C'est normal, quoi. Alors, on va parler des jeux de rôle commerciaux politisés qui avanceraient sous le masque du fun. Alors, je pense par exemple à Dogs in a Vineyard, qui te promet un western plein d'action et qui en fait une sorte de réflexion sur le fanatisme et sur la violence.
Voilà, donc c'est peut-être que des jeux de rôle comme ça ont bien marché. Enfin voilà, après Dogs in Vanguard n'est pas le jeu de Mission Baker qui s'est le mieux vendu, hein. Mais de toute façon, c'est pas du tout aussi frontal que Dog Eat Dog, quoi. Bon, bref, on clôture cette très longue parenthèse sur l'industrialisation. J'aimerais m'attarder un peu sur un autre argumentaire qui est le jeu de rôle maison, c'est pourri. Donc il nous balance ça en fait. Bon, grosso modo, la réflexion c'est que bah, comme tu fais un jeu de rôle pas dans le but qu'il soit publié, tu cherches pas à faire la qualité, je veux dire, on s'en fiche. Et donc du coup, fatalement, les jeux de rôle maison sont de mauvaise qualité. Je pense que l'autre idée sous-jacente à ça, c'est que les personnes qui font du jeu de rôle maison le font, tu vois, en vase clos. C'est pas des personnes qui communiquent avec le monde global du jeu de rôle, qui échangent des idées. Et donc du coup, elles créent de façon naïve, et donc par conséquent, la qualité serait pas au rendez-vous. Alors là-dedans déjà, il y a une injonction à la qualité qui me pose énormément de problèmes. Euh, je pourrais citer beaucoup de choses, mais je pense par exemple à une vidéo qui s'appelle In Defense of Bad Art, où en fait la personne explique que l'acte de créer, en fait, même si le résultat est imparfait, c'est une forme de résistance notamment contre le capitalisme, contre le travail. Et c'est une manière de de s'exprimer, de se reconnecter avec son soi véritable. Et ça, c'est plus important que la valeur marchande, parce que bon, quand on parle de qualité, la valeur marchande est souvent en contrebande derrière ce concept de qualité, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est que les personnes qui font du jeu de rôle maison, elles s'expriment et bah en fait balèquent de la qualité. Oui, bon, désolé, c'était oppressif, mais voilà, je suis obligé de dire ça quand il y a un moment. Euh, Puis par ailleurs, voilà, je me répète, mais il y a... Parce que bon, c'est quoi la qualité? On est bien d'accord que sous le prisme de discussion, un jeu de rôle, bah, bon, je suis un peu méchant avec les valeurs marchandes, parce que je pense que ce que Romaric appelle la qualité, dans un jeu de rôle, c'est sa qualité militante, puisque bon, on a compris que c'était essentiellement ce qu'il appelait de ses voeux, c'était des jeux militants. Eh bien, il y a une dimension militante que tout jeu de rôle publié, fût-il de gauche, peut pas atteindre, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'en jeu de rôle maison, je peux crafter une expérience qui est spécialement dédiée à une personne ou à un groupe de personnes. À nouveau, c'est ce qu'on appelle le fameux flow design, donc la création à la volée et la création adaptée à la table. Et ça, en fait, ça dessine une politique de l'intime qui échappera pour toujours au jeu de rôle commercialisé, quoi. On va répondre de cœur à cœur à des problématiques. Par ailleurs, sur la qualité plus globale, notamment la qualité artistique d'un jeu de rôle, bah moi je connais des personnes qui font des jeux de rôle maison qui sont super quali, qui sont bouleversants et qui ne seront jamais publiés parce que il y a cette idée de légèreté radicale, mais peut-être aussi d'intimité radicale que je pense qu'il est nécessaire de défendre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on produit une œuvre d'art que le monde entier doit en profiter ou qu'on doit se faire camelot, voilà, vendeur d'œuvres d'art. Bah non, en fait, on crée aussi pour soi, donc il y a une légèreté radicale, une intimité radicale. Je rappelle également que, en fait, d'un jeu de rôle maison fut-il de qualité, à un jeu de rôle publié, on multiplie le travail par 10. Et donc, c'est tout à fait logique que des personnes qui, par ailleurs, sont de toute façon occupées par le travail, par la vie de famille, et globalement par l'hyperkénésie de notre époque, le fait qu'on soit débordé de tâches et d'activités en tout genre, y compris de loisirs, hein. Même les loisirs, en fait, nous entraînent dans une forme de burn-out. Je ramène sur la vidéo du burn-out sur le burn-out holistique. Voilà, donc tout ça fait que... Donc, après, il y a cette idée à nouveau je reviens sur cette idée du jeu de rôle en tant que média, qui aurait une mission transformatrice, et donc du jeu de rôle quelque part comme supérieur à d'autres médias dans son potentiel émancipateur. Eh bien, en fait, ça, c'est un peu se tromper de focale. Parce que, à nouveau, je sais pas, mettons que le jeu de rôle soit plus émancipateur que le cinéma, parce que le jeu de rôle, c'est une activité sociale et tout. Ok, mais
bon, est-ce qu'une partie de Donjons et Dragons est plus émancipatrice que de regarder, je sais pas moi, la liste de Schindler ou je crois que c'est La couleur des sentiments sur l'esclavage. Enfin bon, voilà, il y a énormément de films engagés qui sont infiniment plus émancipateurs ou politisants ou empouvoirants ou révoltants que certains, que les parties de jeux de rôle les plus mainstream. Donc donc l'idée c'est que c'est les formes émancipatrices à l'intérieur de chaque média qui comptent, c'est pas la nature du média quoi. C'est-à-dire que il vaut mieux une poésie émancipatrice qu'une partie de jeu de rôle mainstream et de droite quoi, en gros quoi. Voilà. Et ces formes émancipatrices, elles sont bien souvent marginales. Et donc pas dans le jeu de rôle blockbuster, best-seller, quoi. Bon. Ok, on a presque fini. Tu t'accroches? Bah, on est encore sur une grosse vidéo, mais c'est presque fini. Voilà, ce qu'on va surtout déplorer, en fait, c'est que les gens manquent de temps libre, en fait, pour les loisirs et la culture, quoi. Et donc, à nouveau, le problème n'est pas quelque part dans la production, dans ce que font les gens, mais c'est est-ce que les gens ils peuvent seulement faire du jeu de rôle, en fait. Euh, C'est-à-dire que, je rappelle à nouveau cette idée d'osium, en fait, on a un espace à reconquérir sur le capitalisme, mais également sur l'hyperkinésie de notre époque. Un espace de temps libre, de temps lent, de temps de ressourcement, voilà, qui est vraiment nécessaire et pas uniquement pour reconstituer sa force de travail, mais juste pour, en fait, regagner de l'humanité, quoi. Et donc, que ce temps libre, à la limite, tu l'occupes à regarder un film politisé ou non, à jouer au jeux de famille, à jouer à D&D, ou au dernier jeu de rôle maison que t'as ramené de l'école, important. Ce qui compte, c'est que voilà, le véritable enjeu, c'est l'osium. Le temps pour soi et le temps pour ses proches, et, éventuellement pour une forme de collectif, quoi. Bon, après, donc voilà ce qu'on constate, notamment par ce manque d'osium, par la disparité de la distribution de cet osium, et ben en fait c'est quand même les personnes qui profitent de l'essor improbable des techniques de vente et médiatisation du jeu de rôle, du théâtre ou d'autres médias, c'est quand même un peu toujours les mêmes personnes privilégiées qui ont à la fois de l'argent et également quand même un temps d'espace mental libre, quoi. Ouais, tu peux être cadre et avoir aucun espace mental. Donc t'as de l'argent, mais tu restes une victime du capitalisme dans le sens où tu fais des heures sub de dingue et tout. Et en fait, t'as pas d'espace mental libre, hein. Donc tous les bourgeois sont pas privilégiés de ce point de vue-là, quoi. Mais bon, bien sûr, il y a aussi pas mal de bourgeois qui en fait ont beaucoup de temps libre et d'espace mental, quoi. Alors que bon, si t'es mère célibataire avec un boulot de femme de ménage, tout ça, machin, bah voilà, l'espace mental, tu l'as pas, quoi. Bon. Mais bon, si on veut discuter de privilèges, tout ça, le jeu de rôle maison, ça reste quand même un meilleur candidat que les jeux de rôle commercialisés, parce que grosso modo, le jeu de rôle maison, c'est gratuit. Donc, voilà, c'est beaucoup plus accessible, en fait, que le jeu de rôle commercialisé, quoi. Et puis, c'est également accessible aux jeunes, parce que les jeunes, ils ont pas de pouvoir d'achat, et ils ont un accès... ils n'ont pas d'accès facilité aux jeux de rôle, quoi. Ils peuvent pas forcément aller en boutique ou commander sur internet et tout. Et donc, qu'est-ce que font les jeunes? Ils font leur jeu de rôle dans la cour de récré, avec ou sans dés. Mais grosso modo, c'est jouer dans le théâtre de l'esprit ou encore en grandeur nature, quoi. Voilà, ces formes de jeux de rôle à la maison, elles sont beaucoup plus accessibles pour des personnes qui sont par ailleurs défavorisées, que ce soit les personnes pauvres, les travailleurs qui n'ont pas de temps, ou voilà, à nouveau les jeunes, quoi. Et là, je vais faire un dernier crochet pour conclure. En fait, je pense un peu et là, je vais le penser avec un regard critique, aux initiatives de proposition de jeux de rôle à des populations africaines, en fait. Alors, quand les différentes initiatives que j'ai pu voir,
elle s'adresse, pas toujours, mais parfois à des populations en fait très défavorisées, quoi. Et en fait, généralement la démarche, ça consiste en quoi? C'est qu'on va leur offrir en fait des jeux français ou des jeux américains. On va dire bah voilà, on vous offre des jeux, vous allez pouvoir jouer aux jeux de rôle, et notamment ça va vous émanciper. Bah en fait, pour moi, en tout cas, je sais que c'est plutôt la démarche que j'ai essayé de défendre, la démarche dans laquelle j'ai essayé de m'impliquer, dans la mesure de mes forces qui sont limitées, hein. Euh, je pense que c'est préférable, par exemple, pour amener le jeu de rôle vers l'Afrique, c'est préférable d'échanger en fait avec les personnes africaines, d'échanger avec elles sur ce qu'est grosso modo le jeu de rôle, mais plus largement le jeu d'imagination, afin que ces personnes elles développent leur propre jeu d'imagination qui correspondent en fait à leurs contraintes et qui soient plus facilement transmissibles, duplicables, sans passer en fait, parce que concrètement, quand tu vis en Afrique, quand bien même tu aurais du pouvoir d'achat, tu peux pas te procurer des jeux de rôle franco-américains, quoi. Et tu peux pas non plus en créer de façon commercialisée, c'est très difficile. Il y a enfin, le milieu d'édition est extrêmement racorni en Afrique, enfin, c'est pas, et donc, c'est la seule chose qui peut avoir une chance de se répandre, c'est un jeu de rôle oralisé, quoi. Voilà. Et je pense que pour moi, ça me semble important que ce jeu de rôle il soit personnalisé, qu'il soit pratiqué en s'inspirant en fait des cultures locales, tout simplement, quoi. Voilà, donc aller voir des jeunes Africains dans des zones super défavorisées et leur offrir du Pathfinder en espérant que ça va faire d'eux des leaders, quoi. Je pense qu'il y a une bonne intention. Moi, je suis persuadé qu'il y a une bonne intention, mais il y a un côté un peu colonisation mentale, je sais pas comment dire, ou même, enfin même sans aller sur cet aspect-là où c'est un peu glissant. Mais c'est juste, pour moi, je pense que ça fonctionne pas en fait, parce qu'en fait, on les rend dépendants d'un robinet d'offres de jeux de rôle commercialisés, et ça me semblerait beaucoup plus sain, beaucoup plus en accord avec l'écosystème local que de, voilà, juste leur expliquer, voilà, c'est quoi les jeux d'imagination, vous connaissez peut-être pas, on pense que ça peut vous intéresser, on va vous expliquer la base, et après, faites vos propres jeux d'imagination, quoi. Donc c'est peut-être le message principal du jeu de rôle maison, c'est créer, tout le monde peut créer, et même nous, voilà, en Europe, créons nos propres jeux, créons nos propres expériences qui nous ressemblent, et qui parlent de notre intimité et tout. Et bah oui, alors là, je vais me tirer une énorme balle dans le pied, puisque moi-même, je vends des jeux. Mais n'attendez pas que le robinet des jeux commercialisés vienne vous abreuver, en fait, de sa grâce, quoi. Non, non, émancipez-vous, créez vite, créez de façon brouillonne et vénère, quoi. Créez vite, jouissez vite. Voilà. C'est donc bisous à tout le monde, si tout le monde est d'accord. Bisous à toi, Romaric. Bisous au Troll et à la prochaine.